En JavaScript, tout est objet, si on peut dire ainsi. Donc JavaScript est un langage objet d'abord. C'est un langage objet. Et lorsqu'on parle d'objet, on connaît déjà la structure d'un objet. Nous avons fait des objets. Lorsqu'on introduit ici là, la programmation orientée objet, en C++, un objet a des caractéristiques, il y a des comportements. Un objet possède quoi? Un nom, et des propriétés et des méthodes. Lorsqu'on va dire par exemple qu'un objet possède un nom, c'est un peu comme le nom qu'on donne à une classe si on est en programmation C++. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Un objet va posséder un nom, un objet aura des propriétés, ce qu'on appelle également des attributs en C++, et un objet aura ce qu'on appelle des méthodes, ou alors des fonctions membres. En JavaScript, tout est objet. C'était pour tout simplement dire qu'en JavaScript, tout type de données qu'on va manipuler peut être considéré comme étant un objet. La majorité des éléments que nous avons vus, vous allez voir que c'était des objets. Et lorsqu'on parle d'objets, le premier élément qu'on fait allusion, c'est quoi? C'est les propriétés. Et lorsqu'on parle des propriétés d'un objet, c'est quoi? Ce sont les valeurs associées à cet objet-là. Un attribut est associé à quoi? À une classe, par exemple, si nous sommes en C++. J'ai dit tantôt quoi? Tout type de données en JavaScript est un objet. Ça voudrait dire quoi? Si nous avons dans notre code un texte, là, il veut déclarer par exemple un var. Voilà un texte que nous avons dans notre code. On veut voir, vérifier, est-ce que c'est vraiment un objet? Que tout type de données en JavaScript est un objet. Alors, si tout type de données en JavaScript est un objet, ça veut dire que cet objet que nous avons créé aura quoi? Aura des attributs et éventuellement des méthodes. Est-ce que ça voudrait dire normalement? Donc, si on a créé par exemple une variable texte, étant donné que c'est une chaîne de caractères, et on a dit que en JavaScript, tout type de données peut être considéré comme un objet. Ça voudrait dire que l'objet texte que nous venons de créer, puisque ce texte c'est une variable d'abord, mais on a dit en JavaScript que tout type de données peut être considéré comme un objet. Ça voudrait dire que notre objet texte qui a pour nom texte a des propriétés. Il peut également avoir des méthodes qui peuvent agir sur cette propriété-ci, sur cette propriété, sur l'objet en question. Et pour vérifier cela, par exemple, on peut, à partir d'une chaîne de caractères, obtenir quoi? La longueur d'une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Le texte a déjà été un objet et à partir de l'objet en question, on a une propriété qui s'appelle length. Length permet de faire quoi? De retrouver la longueur de la chaîne. Donc si je fais là par exemple document, le type, l'objet texte est une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Tous les chaînes de caractères en fait sont des objets et les objets de type chaîne de caractères ont certaines propriétés qui peuvent être appliquées à elles. Par exemple, length. La propriété length qui va nous permettre de faire quoi? De récupérer ou alors d'afficher la longueur de cette chaîne de caractères-là. Donc, si je fais un texte.length, j'obtiens bien évidemment la longueur de ma chaîne de caractères. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, vous voyez que, puisque nous avons dit quoi? Que tout type de données peut être considéré comme un objet. À l'exemple, par exemple, des strings. Une chaîne de caractères est un type de données. Lorsqu'on a déclaré un objet de type chaîne de caractères ayant pour nom texte, alors puisqu'on sait qu'en JavaScript, c'est un objet, à côté de cet objet-ci, on a l'objet, on a quoi? On a string. On a string, on a length qui peut être pour retourner en fait la longueur de la chaîne de caractères. Bien évidemment, à côté ici là des propriétés, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les méthodes. Lorsqu'on parle de méthodes, ça veut dire que ce sont des actions possibles qui sont associées à un objet. C'est ce que nous avons vu en programmation C++. Les méthodes permettent d'agir sur les propriétés d'un objet. La même chose en Java. En Java, les méthodes sont des actions qui sont possibles en fait d'associer aux objets. Alors une action possible à associer par exemple à un objet de type string, c'est quoi? C'est un opérateur. Ce sera l'opérateur par exemple type of qu'on peut appliquer sur les objets. Le type of va permettre de dire le type de l'objet d'une variable. Si on a une variable par exemple qui a été déclarée avec le type of, ça va renvoyer en fait le type d'objet de cette variable là en fait. Autre chose qu'on peut voir sur les objets en fait, c'est comment on accède aux méthodes et aux propriétés d'un objet. Alors tout à l'heure, ça c'est un exemple très palpable.
Qu'est-ce que vous retenez donc si on vous demande comment on accède aux méthodes et propriétés d'un objet? Première chose, c'est son nom. Pour pouvoir accéder aux propriétés ou alors aux méthodes d'un objet, il faut d'abord connaître son nom. À partir du nom, on accède aux propriétés. Et la syntaxe, elle est simple. Tout simplement, on met le nom de l'objet, le nom de la propriété. C'est la syntaxe usuelle. Et on peut également accéder à la propriété d'un objet sous forme d'indexation. Donc, par exemple, si on a par exemple notre variable texte, la première méthode consiste à faire quoi? À donner le nom. Donc, je peux dire la syntaxe. On fait quoi? Le nom de l'objet. Point. Le nom de la propriété. Donc, avec ça, j'accède à quoi? La propriété de l'objet, nom de l'objet. Donc, je considère que nom de l'objet, c'est le nom de mon objet. Et pour accéder à une propriété, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement nom de mon objet, point, le nom de la propriété en question. Ça, c'est la syntaxe usuelle. La deuxième méthode consiste à faire quoi? À utiliser l'indexation. On indexe plutôt. Qu'est-ce qu'on fait? On met le nom de la propriété, le nom de l'objet, et on utilise quoi? On utilise les crochets. Et entre crochets, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner le nom de la propriété en question. Donc voilà les deux méthodes qui permettent d'accéder aux propriétés d'un objet. Nom de l'objet étant ici là en fait le nom de mon objet. C'est ça que nous avons fait ici. On a utilisé la première méthode, la syntaxe usuelle. On a fait quoi? On a fait tout simplement nom de l'objet, point, nom de la propriété. Et cette première méthode. La deuxième, c'est quoi? C'est d'utiliser en fait les crochets. Et maintenant, pour créer un objet également, il y a ce qu'on appelle, en JavaScript, il y a ce qu'on appelle un objet global qui s'appelle object. Vous pouvez créer un objet en utilisant le new object. Lorsque vous le faites, vous avez créé un nouveau objet et maintenant vous pouvez donc initialiser votre objet au départ avec le new object et ensuite le recharger avec d'autres éléments. Alors, un élément, un truc simple, c'est quoi? On va faire simple. Je puisse vous montrer ça une fois pour toutes. Dans un exemple, on va par exemple dire quoi? On va prendre par exemple le cas d'un auto. On va prendre par exemple va mon auto soit new. Donc, on peut créer un objet avec le mot-clé new. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'on parlait des tableaux, on avait créé un tableau avec le new. Puisque les tableaux étaient également considérés comme des objets. C'est un type de données. Donc, si je peux initialiser directement un objet avec new object. Ça, c'est une méthode pour initialiser un tableau directement. Là, ça va vous dire que la variable, mon objet, est automatiquement de type objet. Donc, le nom de mon objet s'appelle mon auto. Mon auto, donc c'est ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire dans mon auto? Je peux ajouter moi-même. Donc, ça, c'est la création d'un objet par vous-même. Vous comprenez bien. Donc, qu'est-ce que j'aurai dans mon auto? Je peux définir donc les propriétés de ma voiture. Ma voiture peut avoir un modèle, ça peut avoir une marque. Et ensuite, je peux donc afficher cela dans mon navigateur sans problème. Alors, si j'ai créé mon objet, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux ajouter les propriétés. Je vous ai montré deux méthodes pour avoir accès aux propriétés. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste mon auto, point, le nom de ma propriété. La première propriété, par exemple, c'est la marque. Ma propriété, c'est mon auto.marque. Je suis donc d'ajouter la propriété marque à mon objet, mon auto. Je peux donc insérer directement avec une chaîne de caractères. Je dis par exemple que je prends une Renault. Je peux également utiliser la deuxième méthode pour définir par exemple le modèle de ma voiture Renault. La première méthode permet de faire quoi? Ce que j'ai montré ici, c'était pour accéder aux propriétés d'un objet qui existe déjà. Je parlais de quel objet? Les objets les types de données qui existent en JavaScript. Tous les types de données qui existent en JavaScript peuvent être considérés comme des objets. C'est ce que j'ai rappelé au départ. Donc, s'ils peuvent être considérés comme des objets, ça veut dire quoi? Ceux qui sont considérés comme des objets ont déjà des propriétés. Mais maintenant, vous, lorsque vous définissez vos propriétés, lorsque vous créez un objet, par exemple, c'est vous qui définissez les champs. Et donc, pour définir les champs,
vous utilisez cette méthode-ci en fait. Donc, c'est la méthode que vous pouvez utiliser. Il y a une autre méthode qu'on utilise directement les accolades. On va voir ça plus tard. Donc, cette méthode consiste à faire quoi? Donc, si j'ai créé mon nouvel objet, regardez bien, j'ai créé l'objet en question. J'ai défini la propriété marque et j'ai défini encore une propriété que je vais appeler par exemple modèle. Là, par exemple, mon auto, il va utiliser la deuxième méthode pour ajouter la propriété modèle. Donc, quel modèle, par exemple, je peux donner? Le modèle R5. Et je peux donner à ma Renault. Vous voyez que j'ai créé deux propriétés. La propriété marque et la propriété modèle pour mon objet, mon auto que j'ai créé ici avec, en instantiant ici là avec l'objet. Maintenant, qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc afficher également toutes ces choses-là à l'écran pour qu'on puisse voir est-ce que c'est vraiment correct. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux directement faire un document.write de mon auto. Si je fais mon auto de marque, il y a quelque chose. Oups, désolé. On peut faire mon auto tout d'abord de marque pour vous montrer que ça marche, ça fonctionne pour les deux. On a mon auto de marque. On peut faire une concaténation ici là pour qu'il puisse avoir un retour à la ligne. On va faire une concaténation avec un BR. Ok. On duplique cette ligne ici là pour ne pas recopier. Donc, il peut également faire mon auto point. Cette fois-ci, il fait plutôt point. La deuxième méthode. Donc là, on a modèle. Tout simplement. Vous voyez ce qui se passe. Donc, on a créé un objet, un nouvel objet. Et on a défini deux propriétés, la propriété marque et la propriété modèle en utilisant les deux méthodes possibles pour déclarer, pour associer un objet, bien pour interroger un objet. Vous voyez que j'ai utilisé, ici là, j'ai utilisé marque avec l'intention pointée. Ici, j'ai pu utiliser avec l'intention bracket avec les accolades. Je reviens dessus parce que, bon, lorsqu'on parle des événements, les événements vont beaucoup plus travailler avec les objets. Parce que, au niveau des événements, vous avez vu la dernière fois, j'ai dû rappeler quelque chose parce que on parlait déjà de l'objet event qui était l'objet des événements. Alors, il fallait qu'on revienne pour que vous essayiez de voir un peu la structure d'un objet en question. Maintenant, comment on parcourt un objet? La dernière fois, je vous ai montré comment on parcourt un tableau. Un tableau était un objet en fait. Donc, si on veut par exemple parcourir, on peut utiliser le for, on peut utiliser le for each. Il y a plusieurs méthodes en fait. Donc, par exemple, si on veut utiliser le for, ça va nous permettre de faire quoi? De parcourir les éléments de notre objet en question. Et pour le faire, c'est très simple. La syntaxe, elle est simple. Donc, on fait le parcours des propriétés. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le for. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le for, notre variable qui va permettre de faire le parcours. Et on va utiliser quoi? Le int. Int objet. Ça, c'est notre objet en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le for, la variable qui va nous permettre de parcourir notre objet. Et on précise le nom de notre objet. Donc, pour chaque propriété dans l'objet ici en question, on va mettre son contenu dans variable et on va pouvoir manipuler cela de manière aisée. Donc, ici à l'intérieur, on va mettre dans les instructions à exécuter. On va prendre un exemple, le navigateur. Le navigateur est un objet en JavaScript. Et on peut accéder à toutes les propriétés de notre navigateur. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je vais déclarer, par exemple, var property. Donc, ça, c'est la variable que je vais utiliser pour parcourir les objets de mon navigateur. Var property. Je déclare juste ma variable. Bon, on va essayer d'afficher quelque chose à l'écran
pour bien voir. Donc, on peut d'abord faire un document.write, puisque je ne veux pas aller créer à chaque fois un HTML. Donc, on va tout simplement faire un document. Document.write. Oups. Donc, on va juste écrire un texte. Propriété de l'objet navigator. Donc, navigator est un objet en fait qui représente notre navigateur. Il veut donc parcourir cet objet-là pour afficher toutes les propriétés qu'on peut avoir dans le navigateur. Donc, toutes les propriétés qu'on peut manipuler en fait dans notre navigateur en question. Donc, je vais là dire propriété de l'objet navigator. Propriété de l'objet navigator. Ok. Je mets que le point virgule là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, on va utiliser notre boucle for avec le int. C'est différent de l'autre que vous connaissez avec le for it, for in i allant de 0, i inférieur, et ainsi de suite. Ici, là, on utilise le int parce qu'on a fait un objet. Donc, les objets, c'est clé valeur le plus souvent. On a la propriété, on a peut-être la valeur. C'est pour ça qu'on va faire le for. Ça, c'est notre forme du for. For propriété, on avait défini comme temps quoi property. Donc, puisque la variable qui est utilisée doit être déclarée. For property, on peut utiliser même le let puisque c'est local, ça sera local. For let property, for property in. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? On veut utiliser l'objet navigateur. Je vous montre là ce que vous pouvez faire avec Navigator. For property in Navigator, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire un document. .write. Document. .write. De toutes les propriétés en question. Parce que ça va prendre toutes les propriétés. À chaque itération, en fait, les propriétés du navigateur vont être prises et on va afficher les propriétés en question. On va faire un document.write de property. Et on peut faire un Shift D pour faire un retour à la ligne à chaque fois. On peut copier directement ça. Je colle. À chaque fois, on aura un retour à la ligne. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On peut même mettre un texte ici là pour dire qu'on a la fin. Fin de boucle. Donc, en JavaScript, on a accès à toutes les propriétés du navigateur et on peut manipuler toutes ces propriétés-là. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, regardez, on va essayer de parcourir pour voir tout ce qu'on a à l'intérieur. Vous voyez, on a plein de propriétés. On a la propriété quoi? La propriété product sub, on a la propriété vendor, on a la propriété max touch point, on a la propriété user activation, on a geolocalization, on a la propriété connection, on a plugin, on a meme type, on a un tas de propriétés en fait qu'on peut manipuler en JavaScript. Vous voyez? Donc ça nous a permis de récupérer toutes les propriétés qui sont présentes dans le navigateur sans se gêner. C'est clair pour vous? Et ça peut varier selon les navigateurs. Par exemple, vous avez un Mac. Donc il y a certaines propriétés que vous allez voir qui ne sont pas ici là par exemple. Mais il y a les propriétés qu'on aura toujours comme le user agent. Le user agent sera toujours là. Le meme type sera toujours là. La géolocalisation sera toujours là. Il peut également avoir d'autres parce que si vous avez par exemple votre navigateur de Apple là, Safari, vous allez voir, il y a d'autres champs par exemple qu'eux ils ont mis en plus. Donc ça c'était la création. Là, j'étais en train de vous montrer comment vous pouvez donc créer vos propres objets. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les objets en JavaScript sont un moyen puissant pour structurer votre code. C'est lorsque vous allez structurer le code, vous savez toujours que lorsque vous faites de la programmation,
toujours bien structurer son code sous forme d'objet. C'est pour ça qu'on dit qu'en JavaScript, c'est un puissant moyen de structurer son code avec les objets. Ça permet de rendre votre code simple et lisible que d'utiliser directement les instructions de manière littérale. Comme nous avons vu tantôt, la première méthode, c'était la première méthode pour créer les objets. Pour créer un objet, on peut utiliser une nouvelle instance d'un objet et lui ajouter des propriétés. C'est ce qu'on a fait. On a créé une instance d'un objet avec new object et on a ajouté des propriétés comme vous avez vu là. C'est la première méthode. Une autre méthode consiste à utiliser par exemple ici là la méthode qu'on utilise le plus souvent, une autre méthode, une autre méthode. Ok, là, si je veux créer un objet, qu'est-ce que je peux faire? L'autre méthode consiste à faire quoi? À déclarer par exemple là le nom de mon objet. Par exemple, je veux créer un objet qui va contenir les 20. Qu'est-ce que je fais? Je mets va 20, reçoit, j'ouvre les accolades. Ça, c'est la méthode que les gens aiment le plus. Je mets la clé valeur. Donc, c'est une forme clé valeur. Lorsque j'ai nommé mon objet, je fais égal, j'ouvre les accolades, ouvrant et fermant. À l'intérieur, je donne les propriétés et les valeurs. Donc, par exemple, la première propriété, c'est quoi? C'est peut être la marque de mon vin. Quelle sera sa valeur? La valeur peut être 5 TF. Bon, c'est que les marques de vin que vous connaissez. On a par exemple 5 TF. On met la virgule pour mettre le prochain. Le prochain peut être quoi? La prochaine propriété, en fait, peut être l'année de fabrication, par exemple. L'année de fabrication peut être quoi? On donne le nom et on affecte quoi? Un objet. L'objet sera représenté par les accolades ouvrantes et fermantes. À l'intérieur, on va mettre tous les propriétés de notre objet avec leur valeur. Ça, c'est un couple clé-valeur. On appelle ça le couple clé-valeur. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la valeur. La clé, ici, là, est considérée comme quoi? La propriété de l'objet. Et ça, c'est la valeur associée à cette propriété-ci. On définit directement la valeur associée à la propriété. Ça, c'est la deuxième méthode, comme j'étais en train d'expliquer, en fait. Ici, là, on avait la première méthode pour créer un objet avec, ici, là, le mot-clé object new pour créer une nouvelle instance de l'objet. Ici, là, c'est la deuxième méthode. Après chaque propriété, on met la virgule pour pouvoir créer une nouvelle propriété. On peut donner par exemple le prix. Je peux dire 14 €. J'ai créé mon objet. Voilà, mon objet a été créé. Et puisqu'on a créé nos objets, on peut également associer à nos objets ce qu'on appelle des méthodes. Et pour associer une méthode, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement ici là affecter le nom de la méthode à notre variable qui contient l'objet. Par exemple, si on veut par exemple ajouter une méthode à notre objet 20 qui permet de calculer par exemple, de récupérer par exemple le montant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tout simplement ça. Va, puisqu'on a déjà notre objet, on va tout simplement faire 20 va recevoir par exemple le montant. Si on fait par exemple 20 reçoit montant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'affecter, on est en train de dire quoi? Que montant est une fonction, on est en train d'ajouter en fait la fonction, la méthode, on parle ici là des objets, on est en train d'ajouter en fait la méthode montant à un objet, à notre objet 20 en fait. J'espère que vous comprenez. Donc ça, en fait, ça c'est la syntaxe utilisée. Si on a déjà déclaré par exemple notre objet, on peut, bien évidemment. En fait, la méthode ici sous-entend quoi? Que montant, cette méthode ici a déjà été créée, ou bien qu'elle sera créée peut-être plus tard. Une autre chose qu'on peut voir lorsqu'on parle des objets en fait, c'est le constructeur en fait. En JavaScript, les objets également, on peut avoir un constructeur. Le constructeur, c'est une fonction comme tous les autres. En JavaScript, on va tout simplement dire qu'on peut créer un objet constructeur. Et un objet constructeur est une fonction comme les fonctions que nous avons déjà vues. Et pour pouvoir extendre, lorsqu'on n'a pas extension en fait en utilisant l'instruction new,
le nom de notre fonction constructeur. Ça va permettre de faire quoi? Ça permettra d'extenser en fait un objet basé sur cette fonction-là en fait. C'est ça en fait la notion d'objet de constructeur. C'est qu'on va utiliser une fonction constructeur pour pouvoir initialiser l'objet. C'est un peu comme le constructeur lorsqu'on est en train de faire les classes. Mais ici, on va plutôt parler d'objet constructeur. Donc, si je prends par exemple, je veux par exemple prendre le cas de notre méthode, de notre objet 20 que nous avons créé. On peut donc créer à partir d'ici une fonction constructeur. Une fonction que lorsqu'on va utiliser, ça va créer un objet à partir de cette fonction-là, en fait. C'est simple comme bonjour. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose, c'est la syntaxe des fonctions. On me dit par exemple création d'un objet constructeur. Lorsqu'on dit objet constructeur, le nom indique déjà tout. Ça veut dire c'est-à-dire quoi? Un objet qui va permettre de construire les objets. Si vous voyez la différence, c'est quoi? C'est que ici, là, qu'est-ce que je faisais? J'ai déclaré juste des objets. Ça, si je vais vous montrer comment on déclarait des objets. On ne peut pas créer plusieurs objets à partir de cet objet-ci, en fait. Est-ce que vous voyez la nuance? Si vous demandez de créer un objet à partir de 20, c'est impossible parce que là, j'ai juste déclaré un seul objet, en fait. Et l'objet là représente quoi? Un seul 20. Même chose ici en haut, j'ai créé juste un seul objet. Et l'objet représentait quoi? Juste, c'était quoi là? C'était juste ma marque de voiture. Alors, pour ne pas créer à chaque fois plusieurs objets, une seule chose, on peut utiliser ce qu'on appelle les objets constructeurs. Et les objets constructeurs vont permettre de faire quoi? D'instancer un objet basé sur une fonction. Donc, création d'un objet constructeur, ça sera une fonction qui va nous permettre de créer plusieurs objets basés sur cette fonction-là. En fait, on va juste maintenant changer juste le nom et peut-être le prix. Donc, c'est la même chose que lorsqu'on crée les fonctions, on précise toujours le mot-clé function. Une fois qu'on a précisé le mot-clé function, on donne bien évidemment le nom de notre fonction. On va privilégier de commencer toujours par une majuscule. On suit la nomenclature en ce qui concerne les classes. Et on va dire qu'elle va prendre un paramètre quoi? Dans notre cas, on avait la marque, on avait l'année, et on avait quoi? Le prix. Vous voyez que on va peut-être construire maintenant les objets de type 20 avec ces trois propriétés-ci. Et qu'est-ce qu'on va utiliser à l'intérieur? On va utiliser le mot-clé 10. À chaque fois, on va dire 10, point, la propriété qu'on veut remplir, et ainsi de suite. Le premier, c'est 10. .marque va recevoir par exemple quoi? La marque qui a été prise en paramètre. Bien évidemment. Après, on a 10. Année va recevoir l'année qui a été prise en paramètre. Après, on aura 10. Prix va recevoir le prix qui a été pris en paramètre. Bien évidemment, puisqu'on est en train de construire notre objet, on peut donc définir d'autres propriétés sans qu'on ait pris en paramètre. On peut dire que ce sont des propriétés par défaut. Les propriétés qui n'ont pas besoin d'être pris en paramètre. Ça peut être par exemple la quantité. On va savoir que d'office, lorsqu'on crée une voiture, la quantité sera de 1. Quantité par défaut. Donc, c'est une propriété qu'on n'a pas besoin de passer en paramètre. On va dire tout 10, puisque ça fait référence à l'objet courant. Dans le 10, point quantité, on va lui donner la valeur, par exemple, 1, par défaut. Maintenant, à l'intérieur de notre fonction, on peut directement, de notre fonction constructeur, on peut directement déclarer une fonction. On va par exemple faire 10 point montant. Ça va nous permettre de retourner quoi, le montant de notre vin en fonction de la quantité. Donc, on va faire 10 point montant ressort quoi? On va créer là une fonction anonyme. Function. Donc ça, c'est comme ça. Donc là, je définis directement ma méthode. On aura une méthode montant qui va retenir quoi? Le montant d'un vin. Qui va utiliser quoi? La quantité et le prix. Donc ça, c'est une méthode associée à notre objet. Donc, je vais faire 10
point montant reçoit quoi? Function. Puisque c'est une fonction anonyme, donc je définis son code directement. Je vais directement retourner. Je peux mettre, je vais directement retourner le calcul. Je fais un return de 10 point quantité fois 10 point prix. Donc en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a défini notre constructeur de fonction, notre objet de constructeur. Donc à partir de cet objet-ci, on va pouvoir créer plusieurs autres objets. Donc puisque c'est créé maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Avec lui, il peut maintenant créer d'autres objets. Donc là, par exemple, il peut créer un nouvel objet. Il fait seulement var, nom de mon objet. Il dit par exemple que c'est 20, 1, et soit quoi? C'est en utilisant le mot-clé new, égal à new, nom de l'objet, ou new 20. Et on passe en paramètre tout ce qu'on a demandé. Par exemple, on va remettre la même chose que nous avons pris tout à l'heure ici. Où est-ce qu'on était? Donc là, par exemple, on est en train de créer un nouvel objet à partir à partir de notre objet constructeur. En paramètre, on avait dit qu'il prenait quoi? La marque, l'année et le prix. On précise toutes ces valeurs-là en paramètre. On l'appelle. L'année, par exemple, on va mettre 1920. Et le prix, on va mettre, par exemple, 39 euros. Là, on a extensé donc. Là, on a extensé dans notre objet. Vous voyez que ça fonctionne. Donc, à partir de là, on pourra créer plusieurs. On pourra créer 20, 2, 20, 3. Changer juste le nom. Et de tout sera joué. Donc, par exemple, 80, 41 et 10. Donc, alors, revenons ici là au mot-clé 10. Lorsqu'on utilise le mot-clé 10, ça permet d'accéder aux propriétés de l'objet extensé. L'objet courant, le 10, c'est l'objet courant en fait. L'objet que nous sommes en train de qu'on a construit, l'objet qui est extensé. Lorsqu'on va extenser en fait le constructeur d'objet 20, alors maintenant lorsqu'on a créé notre objet constructeur, à partir de lui, on a extensé d'autres objets. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc faire appel à une méthode ou alors modifier une propriété. Ça, c'est très facile. On n'a pas besoin de vous expliquer encore cela. C'est très simple. Comment il fait appel à une méthode ou alors comment il modifie une propriété d'un objet qui a été créé. Donc, par exemple, s'il veut ajouter, par exemple, 5 euros au prix. Enfin, s'il va ajouter, par exemple, 5 à la quantité du 21, qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, s'il veut modifier, par exemple, s'il va afficher, par exemple, le montant du 21, qu'est-ce que je fais? S'il va afficher il va augmenter, il veut modifier la quantité du 20. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste appel à ma méthode, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, je fais tout simplement 20. Donc, on a créé 21 point, point quantité. Oups, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai mis quantité avec l'accent. C'est interdit. On n'écrit pas les variables avec les accents. Oh là là. Ok. Donc là, je peux modifier la quantité de mon vin. Si je veux modifier, qu'est-ce que je fais? Je veux juste ajouter, donc sans effacer le contenu existant. Utiliser l'opérateur plus égal. J'ajoute par exemple 5 à la quantité. Donc, dorénavant, qu'est-ce que j'aurai comme quantité? Ce sera 5 plus, 5 plus 1. Ça, c'est clair. Si je modifie la quantité, je peux donc afficher pour voir est-ce que ça a vraiment modifié. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire un document.write. Voilà, il veut document.write. Je fais appel directement à la méthode montant. La méthode qui permet de calculer le montant que voici. Donc, c'est ça et c'est là que je vais faire 21 point montant. Je fais appel à cette méthode
pouvoir voir afficher le montant de montant plus tard. Donc, vous voyez que ça, il s'applique très bien. Qu'est-ce qu'il fait? On a créé notre objet, on a modifié, on a créé notre objet, puisque par défaut, là, avec une quantité de 1, qu'est-ce qu'on fait ici? On modifie la quantité, on le fait passer à plus 5, donc ça devient 6. Et ensuite, on affiche la fonction montant qui permet de calculer le montant à partir de la quantité, qui fait donc 480. Vous voyez que c'est assez simple. Donc ça, c'était tout en ce qui concernait la création et la manipulation des objets. Vous voyez que c'est facile. Ne vous inquiétez pas, on va travailler. On aura beaucoup de types à faire ici parce que ça, c'est la programmation. Côté navigateur, on va faire beaucoup de types avant de clôturer. Donc ça, là, c'était ce qui concernait la création des objets par vous-même. Alors, en JavaScript, on a ce qu'on appelle les objets natifs. Bon, je pense que nous avons déjà parlé de ça. Comme par exemple les chaînes de caractères. Je vous ai parlé des chaînes de caractères. Là, on a les chaînes de caractères qui est un objet natif. On a les nombres, les numbers. Dans JavaScript, il y a ce qu'on appelle les objets natifs. Et le premier, c'est quoi? C'est les chaînes de caractères, comme je dit tantôt, les strings. Lorsqu'on parle des strings, ce sont des objets natifs. Dans le type de données, chaîne de caractères. Le type de données, chaîne de caractères, on a quoi? On a les strings. Il y en a quoi? On a ce qu'on appelle les rejects. On va le voir plus tard, c'est très essentiel. Est-ce que vous avez entendu parler des rejects? Bon, ça fait que nous ne les avons pas vus en C++. On va le voir plus une fois. Dans tous les langages, c'est presque la même syntaxe. Ça permet de vérifier souvent certains champs. Comme par exemple, vérifier un mot de passe. Vérifier par exemple si l'adresse email est correcte. Si on vous demande de vérifier si une adresse email est correcte, est-ce que vous êtes en mesure de le faire? En fait, avec les expressions, on appelle ça des expressions régulières. Rich expression. Donc, à travers les expressions régulières, on va pouvoir vérifier certains nombre de choses. On va le voir, ne vous inquiétez pas. Donc, parmi les objets natifs, pour le type chaîne de caractères, puisque c'est un type chaîne de caractères, on a les strings et on a les regex. À côté, pour le type nombre, on a ce qu'on appelle number. On a number et math. Vous vous rappelez très bien de math. Pendant l'un des cours, nous avons utilisé la fonction math lorsqu'on tentait de calculer quelque chose. Les objets natifs également, on a boolean. Donc, qui parle d'objets veut dire quoi? Sur ces objets-là, on a quoi? On a des propriétés et des méthodes. Donc, tous ces objets que vous voyez ont des propriétés qui peuvent être appliquées et ont des méthodes. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous déclarez une variable de type string, reject, number, math, boolean, il y a des propriétés, il y a des méthodes que vous pouvez appliquer sur des variables qui respectent ce type-ci en fait. Également sur les arrays, c'est un objet natif. Donc voilà les objets natifs qu'on peut voir en fait. Parce que en ce qui concerne les arrays, nous avons vu, par exemple pour un array, lorsqu'on parle de array, c'est un objet, c'est un tableau qui permet de stocker des valeurs et de retourner en fait les valeurs ici là grâce aux index. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle les tableaux. On peut donc créer un tableau avec le array, vous connaissez déjà. Nous avons vu les objets, maintenant je peux vous montrer, par exemple pour le array, ça permet de créer un tableau, un objet de tableau. Donc si par exemple je veux créer un tableau, il faut tout simplement var mon tableau par exemple va recevoir quoi? New array. Pendant les cours sur le tableau, je vais montrer des exemples avec les langages de programmation comme je vous appelez. Là, je peux créer un tableau en faisant new array. Si on fait new array, ça veut dire quoi? Ça veut dire que new array est une fonction constructeur. Donc, à partir de lui, on peut créer les objets de type tableau. Et là, ça c'est son constructeur par défaut. Il n'a pas d'argument. Lorsqu'on le fait, on est en train de créer un tableau vide. Donc, c'est ce qu'on appelle ça initialisation d'un tableau vide. On peut également créer un tableau avec des valeurs. Je peux juste dupliquer ça. Je peux créer un autre tableau qui a des valeurs cette fois-ci. Je fais new array. Il passe directement les différentes valeurs en paramètres. Ça peut être des chaînes de caractères.
On peut dire par exemple un tableau de... Bon, qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple? On peut prendre PHP. Donc, je crée un tableau de langage de programmation. Java, SQL, et ainsi de suite. Vous voyez que j'ai créé deux tableaux différents. Vous voyez que le premier n'avait pas d'argument. Le deuxième, j'ai précisé les arguments. Alors, la première méthode consiste d'accéder à partir des index. On appelle ça la méthode des index. Donc, lorsque vous voulez accéder aux éléments d'un tableau, vous pouvez utiliser les index. L'utilisation des index vous permet de faire quoi? De référencer ici là une entrée d'un tableau à partir de la valeur de son index. Et on précise toujours la valeur de l'index entre crochets. Donc, par exemple, s'il veut prendre par exemple le premier langage, son index, s'il veut récupérer PHP, il veut seulement faire let va PHP va recevoir quoi? Langage de 0. Je peux donc afficher cela. Document.write PHP. C'est assez simple comme bonjour. Maintenant, puisqu'on a dit que c'est un objet, selon vous, puisque c'est un objet, quelle méthode on peut utiliser sur les tableaux? Par exemple, on peut savoir la taille d'un tableau. Si on veut savoir la taille d'un tableau, qu'est-ce qu'on fait? Nom du tableau, point length. La taille de mon tableau est de 3. Donc, avec la propriété length, on peut donc ici avoir le nombre d'entrées d'un tableau. On peut également modifier les entrées d'un tableau. Nous avons déjà vu comment on modifie. Pour modifier, c'est très simple. Pour modifier les éléments d'un tableau, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement le nom de notre tableau. Par exemple, c'est langage. On utilise l'annotation, les crochets tout simplement. On veut modifier par exemple l'élément en position 2, en index 2. On précise seulement l'index et on met la nouvelle valeur. La nouvelle valeur peut être par exemple JavaScript. C'est simple. Donc si par exemple j'ai un tableau 1, si j'ai deux tableaux, tableau 1 et tableau 2, pour concaténer, qu'est-ce que je fais? Concaténation vaudrait quoi? On associe l'un à l'autre sans modifier l'un. Donc lorsqu'on fait la concaténation, on obtient une chose. Un exemple très simple. J'ai par exemple mon tableau 1. Tape 1. Bon, je vais créer un tableau. Va tape 1 qui va recevoir, on va faire un tableau de fruits. New array, on va créer un tableau de fruits. On va mettre peut-être 3 fruits. On va mettre pommes. On va mettre les pommes. On va mettre la poire. On va mettre quoi encore? Les cerises. On va mettre l'ananas. D'accord. On va mettre l'ananas. Bon, on va arrêter comme ça. Tape 2 qui contient d'autres fruits. Là, par exemple, je vais prendre une banane. Je vais prendre par exemple la fraise. Oui, mangue, fraise. Mangue. On peut laisser comme ça. Alors, je vais concaténer ces deux tableaux pour pouvoir avoir un seul. Dans la pratique, par exemple, vous aurez par exemple peut-être deux listes, par exemple, deux listes peut-être d'utilisateurs que vous voulez concaténer pour pouvoir les persister en base de données. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir les concaténer d'abord avant de les envoyer en base de données. C'est un peu ça la logique en fait. Donc, je vais là mes deux tableaux et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la concaténation. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait var. Le résultat de la concaténation sera quoi? Donc, le résultat peut être fruit. Dans fruit, qu'est-ce qu'il doit mettre dedans? Tape 1 pour une concat. On utilise la méthode concat qui est appelée sur les objets de type array. On va faire tape 1.concat. Bon, on va faire un document. Write free. Ah, regardez. Il dit concat, concat, pas contact.
concat plutôt. Là, maintenant, on a quoi? On a pomme, pois, cerises, ananas, banane, mangue. Les bananes et mangues se sont ajoutées au premier. Ça, c'est clair pour vous jusqu'ici. Alors maintenant, à côté de concat, on a for which. On lui permet d'appeler une fonction pour chaque entrée d'un tableau. Et on passe dans l'élément du tableau en paramètre de la fonction. Dans l'intérieur de notre for which, on a une fonction qui sera followed, il veut dire ça comment, qui va parcourir, qui à chaque fois qu'on sera sur un élément du tableau, va permettre de faire une certaine action. Donc, par exemple, si on prend nos fruits, tape 1, si on veut utiliser par exemple le for which, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire for which, on précise toujours le nom. On veut faire le for which sur quoi? Sur tape 1. Pour chaque élément de tape 1, c'est ce qu'on entend vouloir dire en fait. Pour chaque élément de tape, ici, il va prendre quoi? Premièrement, il va prendre un callback. La fonction comme ici à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un callback en fait, une fonction d'appel. On appelle ça les fonctions d'appel, les fonctions callback. Et elles n'ont pas besoin d'avoir de corps. Vous vous rappelez très bien, j'avais parlé des fonctions anonymes. Donc, elle prend en paramètre, dans notre for prend en paramètre quoi? Une seule fonction callback. Et la fonction callback prend quoi? Une variable qui va compter, qui va parcourir chaque élément, un index en fait qui va être qui va peut-être permettre de compter les éléments de notre tableau. Donc il va compter en fait à chaque fois qu'on est en train de passer, nous sommes à quelle position en fait, à quel index. Donc ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Donc il peut mettre ma fonction, on appelle ça la fonction callback. Donc, et je mets une variable que je vais en fait, qui va me permettre de sauvegarder à chaque fois le flux que nous sommes en train de manipuler. Donc lorsqu'on dit tape 1 point for each, c'est-à-dire quoi? Dans la variable fruit ici, qui est le paramètre de notre fonction callback, à l'étape 1, pomme, fruit va prendre pomme. À l'étape 2, fruit va prendre pois. À l'étape 3, fruit va prendre cerise. À l'étape, donc fruit, c'est la concaténation des deux ici. Donc, lorsqu'on sera à l'étape 1, fruit va valoir pomme. À l'étape 2, fruit va valoir pois. À l'étape 3, fruit va valoir cerise. Ainsi de suite. Donc, on parcourt notre tableau et à chaque fois, on stocke son contenu dans la variable ici. Et on peut également avoir l'index. Donc, il peut préciser là, par exemple, index pour dire quoi? J'aurai besoin à chaque fois de l'index en question. Une fonction. Je vais avoir mon point virgule ici. J'ouvre mes accolades. Puisque c'est une fonction. Et puis, aller à la ligne. Et qu'est-ce que je peux faire à chaque fois? Il peut faire un console.log. Il peut faire un ensemble d'instructions que je veux. Mais moi, je veux tout simplement afficher console.log, par exemple, donc, lorsqu'il va afficher, par exemple, il veut dire que nous sommes à tel index. Et je vais donner la valeur qui est à l'index là, en fait. Donc, il veut dire index. Je mets là, free. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à chaque, on va préciser l'index qu'on a pris là. Puisque ça va stocker ça directement là. On connaît déjà d'office que ça, le premier paramètre sera pour chaque élément. Et l'index va récupérer les index à chaque fois. Il prend en paramètre une fonction callback. Et la fonction callback a plusieurs paramètres. Il a le premier paramètre qui est un string qui permet de faire quoi? Qui permet de parcourir la variable. Ça, c'est la première variable qui va permettre de parcourir les éléments du tableau. Donc, de sauvegarder chaque élément du tableau à chaque itération. Et maintenant, le deuxième paramètre permet de faire quoi? De stocker l'index en fait de l'élément qui est ici en fait. Donc, lorsqu'on fait, fruit, .each, on précise en paramètre quoi? Notre fonction callback. Donc, si on enregistre et qu'on s'en va là actualiser, normalement on doit avoir le résultat escompté. Donc à chaque fois, à chaque index, il affiche l'élément qui doit apparaître à l'index. Donc là, par exemple, j'ai toujours mes fruits qui ont été concaténés. Je peux utiliser la méthode join, qui est une méthode de JavaScript qui me permet de retourner donc une chaîne de caractères. On a par exemple notre tableau, puisqu'on a notre tableau de fruits, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une chaîne de caractères qui va contenir tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode de join. Tableau, on va tout simplement faire let chaîne string
va recevoir, on précise toujours notre variable qui contient les fruits. On fait point, join, et on précise en paramètre le séparateur. Quel est le séparateur dans mon tableau? Le séparateur qu'on va avoir après, lorsqu'on va concaténer chaque élément. On peut poser le séparateur, on peut dire qu'on aura le séparateur virgule et un espace. Il peut faire un document.write. Et cela. Tout marche comme sur les relais. Le séparateur est optionnel. Hein. Si vous ne mettez pas le séparateur, ça va concaténer sans le séparateur. Mais si vous mettez, ça va fonctionner. Donc, si on vient par exemple là, on ferme, vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Donc là, par exemple, si je vais commenter qui c'est celui qui est affiché dans le document. Et là-bas, celui-ci. Pour que vous puissiez bien voir, on a ça. On a encore qui on a qui affiche dans le navigateur. Ok, c'est bon. Donc, si on repart là, vous voyez très bien comment ça a mis. Ça a mis mon séparateur que j'ai dit. Donc ça sépare chaque élément. Or, si je ne mettais pas de séparateur, j'ai l'impression qu'il ne. Ok, c'est bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il met une virgule et un espace. Or, si je ne mettais pas. Oui, oui. Vous voyez, par défaut, il va mettre pour lui, il va vous mettre l'espace. Donc, par défaut, il va mettre son espacement. Donc, il peut mettre juste un espace là. Vous voyez, il met le séparateur que vous voulez. Donc, par défaut, il va mettre une virgule pour séparer chaque élément. Là, c'est les fonctions que vous allez toujours utiliser. Et la prochaine fois, il y a un TP qu'on va utiliser, qu'on va faire, qu'il y aura plus de ça. Il y aura plusieurs fonctions là qu'on va utiliser. Donc, par exemple, je suis dans mon tableau de fruits. Si je veux, par exemple, prendre juste cette partie, bon, le tableau de fruits est déjà la concaténation de plusieurs. Imaginez que j'ai mon tableau de fruits et que je veux extraire toute une partie. Qu'est-ce que je fais? Donc, il fait ça. Les index vont commencer à quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je fais un fruit, point slash, je précise l'index à partir duquel je veux récupérer. Donc, je veux par exemple prendre les fruits, cerises jusqu'à banane. Je vais prendre quoi? 0, 1, 2 jusqu'à 4. Donc, je vais prendre de 2 à 4. Donc, ça prend en paramètre quoi? Le début, l'indice du début et l'indice de la fin à partir duquel on veut prendre. Donc, ça récupère une tranche dans notre tableau en fait. Donc là, par exemple, j'ai ma table de fruits. Je vais faire tout simplement fruits. Point slash 2, 4. Bon. Donc là, j'ai let F1 reçoit quoi? Fruits. Point slash 2, 4. Je fais un document. Point write de F1. Voilà, j'aime toujours commenter pour qu'il ne nous agace pas. Je pense que c'est ça qui est. L'index de fin n'est pas inclus en fait. Il prend de l'index de 1 qui est inclus dans la chaîne qui doit être récupérée jusqu'à l'index, le dernier, jusqu'à l'index 4 exclu. C'est correct? On a le 2, le 3, le 4 exclu. Jusqu'à entre 2 et 4, on a 3 éléments. On a dit qu'il prend entre début et fin. La fin est exclue. Il ne prend pas la fin en fait. Il y a également le on-shift. Parmi les méthodes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme vous avez parlé tout à l'heure, le on-shift va permettre de faire quoi? D'insérer des éléments au début du tableau. Ok. Donc là, on a terminé avec l'objet, avec les objets sur le tableau. Bon, il y a deux autres méthodes. Vous allez chercher, vous allez vous documenter. Il y a l'objet splice. On utilise beaucoup celui-là. Il y a splice qui permet d'écraser une tranche du tableau à partir d'un index de début et de fin également.
Et on a vu OnShift. On a également vu OnShift et Splash. Je pense que c'est tout. La prochaine fois, on va donc regarder ici là les objets string. L'objet string maintenant. On va voir quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer sur string. C'est presque la même chose. Bon, on n'a pas besoin de trop entrer en profondeur. On va directement prendre un cas pratique et on va